Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. Notre émission aura plusieurs sujets et voyons voir si je peux les présenter aujourd'hui. Nous allons parler du télescope James Webb. On a une nouvelle photo sur la préparation de ce télescope spatial. J'ai une question en ce qui concerne les principes de téléportation un peu. Est-ce que vraiment on peut se téléporter? Bonne question. On va parler de science-fiction et de science aujourd'hui. J'aimerais aussi parler de chimie. Quelqu'un m'a posé une question sur le tableau périodique. Nous allons aussi regarder la loi des exposants et je pense que, bien sûr, si vous avez des questions pour moi, je suis ici pour y répondre avant tout. Alors, bonjour, chiffre alphabet, je suis content que tu sois avec nous aujourd'hui. Comme d'habitude, nous avons aujourd'hui une émission qui est intéressante, bien sûr. Alors, voyons voir si on peut regarder pour commencer des photos de notre télescope James Webb. Alors, nous savons que le 25 décembre, on a envoyé le télescope dans l'espace. La semaine passée, j'ai montré ici un selfie des 18 miroirs et le premier test. Et on pouvait voir ici que les miroirs n'étaient pas très bien alignés, surtout que ici, le télescope regardait la même étoile. Par contre, cette semaine, on a eu une calibration et regardez la nouvelle photo que nous avons ici. Nous avons ici les miroirs qui ont été alignés. Donc ici, bien sûr, c'est pour montrer les 18. Il y a un petit processus pour s'assurer que ces 18 étoiles maintenant vont être concentrées à un point spécifique. Alors, pensez-y, c'est intéressant de voir comment est-ce que nous avons 18 miroirs. On a de l'information qui vient d'une seule source avec 18 perspectives et on va le mettre en un point pour pouvoir faire un focus. Imaginez, ce sera fantastique. Pensez, les humains, nous avons deux yeux. Cela nous permet de pouvoir voir en trois dimensions facilement. Alors, avec ces 18 miroirs, ça va nous permettre de pouvoir voir des perspectives intéressantes ici. Donc, vous allez voir, on s'attend à voir des nouvelles images pour l'été, quelque chose qui va être fantastique. Mais c'est intéressant de voir la calibration de ce télescope spatial. Maintenant, chose intéressante, j'ai parlé il y a un instant du fait qu'on a des yeux et ça nous permet de pouvoir voir en trois dimensions pour pouvoir juger des distances. Ça m'a fait penser à quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer ça. Si nous avons ici une étoile, la question, c'est si nous avons notre petite planète Terre qui est ici, et on veut savoir quelle est la distance, c'est pas évident. C'est pas évident parce que si on a un œil, on sait qu'il y a des objets, mais la distance, c'est difficile. Donc, si on a notre planète Terre qui est ici et regarde une étoile, c'est très difficile de pouvoir être capable de juger la distance. Par contre, les scientifiques sont intelligents. Ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent. Alors, si on est ici sur notre petite planète, nous savons aussi, bien sûr, que nous avons notre Soleil. Nous savons aussi que notre planète est en orbite autour du Soleil. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est que les astronomes peuvent dire, OK, ce qu'on va faire, on va prendre des informations de cette étoile ici. Nous allons attendre 6 mois. Nous allons être de l'autre côté. Nous allons regarder la même étoile. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces informations, voyons voir. Nous avons une idée de la distance ici sur cette orbite. Alors ça ici, c'est plus ou moins, pour le diamètre ici, plus ou moins 300 millions de kilomètres. Nous pouvons voir ici une étoile. Alors, qu'est-ce qui arrive? On a un triangle avec 3 points. Et pour ceux qui aiment les mathématiques, on peut utiliser la trigonométrie pour faire des mesures. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas des mesures qui seront calculées à quelques centimètres près. Mais à plusieurs millions de kilomètres près, c'est fantastique.
Donc, c'est un principe, on utilise les maths et la trigo pour faire cela. C'est toujours intéressant. Donc ça, c'est un peu la nouvelle que j'ai ici pour notre télescope James Webb. À chaque semaine, je regarde qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et c'est toujours fantastique. Je rappelle que notre émission, c'est surtout pour répondre à vos questions. Donc, s'il arrive que vous avez des questions ce matin, n'hésitez pas à les mettre ici dans la section clavardage. Je suis ici pour vous aider, bien sûr. Alors, je vais effacer le tableau pour passer au prochain sujet. Voilà. Alors, voyons voir quel est notre prochain sujet que je voulais faire aujourd'hui. Ah oui, c'est bon. Donc, nous n'avons pas de sujet présentement, ça va. Le prochain sujet que nous allons regarder ce matin, c'est... Je vais juste vérifier si on est au niveau ici. J'ai l'impression qu'être au niveau, c'est toujours une bonne chose. Alors, le prochain sujet vient de Pascal Fiorentino. Il avait une question, voir est-ce que j'ai des informations sur la téléportation? Alors, j'ai pensé à ça. C'est une excellente question. Comment est-ce qu'on peut considérer la téléportation? Est-ce que c'est une question de science-fiction? Donc, je sais qu'il y a plusieurs émissions télévisées, des films qui montrent ces situations où on téléporte des personnes d'un vaisseau à une planète ou entre différents vaisseaux spatiaux. C'est de la science-fiction. La question, par exemple, c'est, nous savons que la science-fiction est basée sur les idées des humains, basée sur un début de science, et on sait que nos sciences souvent se développent. Et c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que la science-fiction, avec le temps, devient la réalité. Donc, voyons voir ce qui est possible en ce qui concerne cela. Et j'ai une petite diapo, voyons voir. J'ai pensé à vous, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, j'ai fait ça. Donc, petite photo ici, un peu comme science-fiction. Et j'ai mis ici une photo qui se rapporte à une imprimante en 3 dimensions. Et je vais expliquer pourquoi quelle est la relation entre une imprimante et la téléportation. Voyons voir. Donc, si on pense à téléportation, nous voulons avoir un objet quelconque et on veut le transférer à un deuxième point. Donc, quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'on peut faire ça avec un marqueur comme cela? Est-ce qu'on peut faire cela avec une assiette? Ou est-ce qu'on peut faire cela avec des personnes? Ce sont tous d'excellentes questions. Alors, regardons un peu ce que l'histoire a fait pour nous aider. Alors, ça ici, nous avons premièrement, lorsqu'on parle de l'histoire, pensons, et je vais enlever ceci, pensons à la photographie. Si on recule il y a plus de 100 ans, si on voulait voir quelqu'un, il fallait se déplacer et aller voir cette personne. Éventuellement, on a développé la photographie. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que quelqu'un pouvait prendre une photo d'un objet ou d'une personne et envoyer par courrier ou une façon quelconque la photo à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un pouvait voir la photo d'une personne, même si la personne n'était pas là. Maintenant, chose intéressante, digitaliser. Lorsque l'Internet s'est développé dans les années 80, chose intéressante, on a commencé avec les ordinateurs à vouloir digitaliser les documents. Donc, lorsqu'on écrivait avec un crayon ou on tapait à la machine, on a réalisé qu'on pouvait digitaliser ou on pouvait prendre une photo de ce document, mais on pouvait aussi le digitaliser. Donc, au lieu de prendre une photo de tout, on pouvait prendre les lettres du document, on pouvait les mettre dans un fichier qui était avec des données binaires, par exemple. On pouvait transférer ceci à un autre point et il pouvait y avoir à ce moment-là le même document qui est recréé. Alors, voyons voir. Nous avons... La première chose, je pense, j'aime bien l'idée du facsimilé comme étant cette première idée de téléportation.
Un facsimilé, qu'est-ce que c'est? Souvent, on va appeler ceux-ci des fax. On a un document qu'on met dans un appareil et au fur et à mesure que le document entre dans l'appareil, c'est codé, le code est envoyé à un autre fax et c'est imprimé. C'est fantastique. On a eu à ce moment-là une téléportation de données. Alors oui, non, 1 ou 0, et on avait un document qui était reproduit. Maintenant, depuis les années 80, l'Internet a changé. La vitesse de transport des informations s'est accélérée. Et chose qu'on a fait maintenant, c'est on a eu ce qu'on appelle les imprimantes. Alors ici, lorsqu'on faisait un scan d'un document, on envoyait par Internet ceci à un autre ordinateur, il y avait une imprimante et à ce moment-là, on imprimait le document. Et chose intéressante, on a fini par avoir de la couleur. Ah, c'est intéressant. Donc, cette idée de photo ici, parce qu'on a besoin de beaucoup de données transférées, on se retrouve maintenant avec des documents couleur qui est envoyé par Internet. Mais ça ne répond toujours pas à la question comment est-ce qu'on peut penser à la téléportation. Donc, lorsqu'on parle d'imprimante ici, une imprimante sur papier, on a 2 dimensions. C'est assez facile. Alors ça m'amène bien sûr à cette idée d'imprimante en 3 dimensions. Qu'est-ce que c'est ici? C'est quelqu'un qui a fait un design sur ordinateur et envoie cette information à une imprimante 3D et celle-ci va imprimer ce que l'on veut. Chose intéressante, il y a des personnes qui n'ont pas d'imprimante, vont faire les designs et envoient le fichier à quelqu'un qui a une imprimante et la personne peut imprimer des objets en 3 dimensions. Donc ici, imprimante 3D. OK. Là, ça devient un peu plus intéressant lorsqu'on parle de téléportation. Donc, l'idée, c'est on a un fichier qu'on peut envoyer à une imprimante. Maintenant, avec le temps, il y a le développement de scanners. Et j'ai vu des petits scanners sont très petits, donc on peut prendre des objets grands comme cela, on le met sur l'appareil, ceci tourne et on a un scan de cet objet. Maintenant, ce qui est intéressant, si quelqu'un peut scanner en 3D, cela peut donner des informations digitales sur l'objet. Maintenant, pour ceux qui sont des gamers dans le stream ici, j'ai vu en Californie, il y a une compagnie qui, quelqu'un peut faire des avatars sur eux-mêmes. Donc, ils vont dans le centre d'un endroit où il y a beaucoup de caméras. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on prend des photos et on scanne en 3 dimensions la personne. Et ceci permet de pouvoir associer avec un avatar dans un jeu. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de modèles pour la mode ou autre, ça nous permet d'avoir des dimensions en 3 dimensions de façon digitale de cette personne. OK, donc on peut scanner l'extérieur des personnes, l'extérieur des objets. Donc, il y a un avancement ici. C'est intéressant. La question, c'est si on a un scan et on veut l'imprimer, donc on sait que c'est possible. Par contre, est-ce que si on pense à téléportation, on veut téléporter une personne en entier? Donc ça, ce n'est pas nécessairement évident parce que les imprimantes 3D, ça commence à la base et ça va monter jusqu'en haut. On ne peut pas créer un humain comme ça ne fonctionne pas. Pour créer un humain en téléportation, il faudrait qu'il y ait des atomes et des molécules qui sont ajoutées presque instantanément dans un moment très, très court pour s'assurer qu'une personne, si elle est désintégrée à quelque part, peut être réintégrée tout en restant vivant lorsqu'il y a recréation. Donc ici, il y a une difficulté, il y a des limites sur la technologie possible. C'est intéressant. Alors, les imprimantes, qu'est-ce qu'on a comme imprimantes jusqu'à maintenant? Donc, les imprimantes que j'ai vues jusqu'à maintenant 3D, il y a le plastique, bien sûr. Alors, en plastique, on a des petits objets, soit en bleu, vert ou autre. Il y a des personnes qui vont... Ce sont des filaments
qui sont, ça, je peux l'indiquer, je vais remettre la photo. Ce sont des petits filaments qui sont ici, voilà. Des filaments qui arrivent et ici, on a un dragon qui est orange. Maintenant, on peut changer la couleur de ces filaments. On peut en mélanger quelques-uns pour avoir multicolores, mais tout de même, c'est quand même du plastique. Mais avec le développement, ça ici, les personnes qui s'amusent avec cela apprennent des expertises et deviennent des experts pour imprimer en 3D. La question, c'est, y a-t-il d'autres matériaux qu'on peut utiliser? Il y a de plus en plus des polymères qui sont utilisés. Ce sont des polymères qui peuvent être résistants aux hautes températures et aux basses températures. Donc, ceci peut être intéressant dans certaines industries. On peut aussi, certaines choses que j'ai remarquées, le caoutchouc comme ceci. Alors, quelqu'un qui voudrait imprimer des souliers sur le champ ou des semelles de souliers permettrait de pouvoir en créer sur place et des souliers sur mesure pour aider les personnes. Intéressant. On peut aussi imprimer le béton. Peut-être que vous avez déjà vu. J'essaie de trouver une photo rapide ce matin, mais il y avait tous des droits d'auteur. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est comme une imprimante ici 3D, mais super immense, et on imprime les murs et les divisions avec le béton. Au fur et à mesure, le béton sèche et la structure de la maison monte, et c'est une façon de pouvoir faire des maisons à bas prix, bien sûr. Et le béton est une matière fantastique pour cela. Maintenant, si on regarde, il y a surtout ici une substance. Maintenant, avec les développements, il y a certaines choses qui ont été ajoutées. Je sais qu'il y a je pense qu'il y a 2 ans, il y avait des personnes qui s'amusaient avec la nourriture. Au lieu d'avoir du plastique, est-ce qu'on pourrait mettre une certaine mousse que l'on peut manger, de façon à ce qu'on peut créer des desserts qui sont intéressants. J'ai vu aussi, il y a quelques années, on commence à utiliser des molécules spécifiques. Donc, au lieu d'utiliser du plastique, l'article que j'avais lu, c'est des personnes qui imprimaient à l'aide de molécules de protéines. Donc, ils construisaient, ils faisaient comme un hamburger, disons. Ils utilisaient un imprimante pour une petite boulette de protéines. Donc, alors, la substance utilisée pour le 3D est intéressante. Maintenant, il y a des développements qui peuvent être encore plus intéressants. Une imprimante ici en plastique, pour le plastique, c'est à la température de la pièce. Serait-il possible de le faire à haute température? Comme ça, on pourrait utiliser des métaux. Imaginez si on pouvait faire cela avec des métaux. Ce serait fantastique. Ou d'autres substances à haute température ou à basse température pour aider l'industrie. La beauté de cela, c'est qu'au lieu d'avoir un endroit, disons, en Asie où on construit des objets, on transporte ceci avec un volume jusqu'en chez nous, pour moi, en Amérique du Nord ou en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud. Bien sûr, il faut être inclusif. L'idée, c'est, OK, il y a un volume, ça prend de l'espace, donc le transport est quelque chose à penser. Imaginez si on pouvait faire le transport de matières premières pour les imprimantes 3D. Ce serait beaucoup plus compact, ce serait beaucoup mieux pour l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Je sais que l'année passée, je lisais, il y a des personnes qui étudient les prothèses pour les personnes qui ont une amputation, par exemple. Les prothèses, c'est quelqu'un qui les fait, les fabrique, mais imaginez, les imprimer sur imprimante permet d'avoir des spécialistes qui obtiennent des informations sur la personne qui a perdu un membre. À quelque part, on fait les designs et on les imprime et on les envoie ou on les imprime sur place. C'est fantastique parce que chaque personne a des caractéristiques différentes. Ce serait une façon de pouvoir aider ces amputés à avoir des prothèses qui sont ajustées pour eux seulement. Ce serait fantastique. Alors ça, c'est quelque chose à considérer. Donc ça ici, ça. OK. Donc la question, c'est, peut-on faire la téléportation des êtres vivants? Pour l'instant, non. Parce que si on regarde qu'on a
une substance et qu'on peut imprimer, ça va, mais notre corps a des milliards et des milliards de cellules qui sont faites encore de milliards de molécules et de composantes. Et ceux-ci doivent être mis à la bonne façon, au bon endroit. Donc, on n'a pas les technologies pour faire ça. On n'a pas les capacités informatiques pour le faire aussi. La question, c'est est-ce que l'on peut penser que ce sera possible? C'est une bonne question. En sachant que depuis une centaine d'années, il fallait se déplacer pour voir quelqu'un. On a passé à la photo, on peut transférer de façon informatique des objets, on peut les scanner maintenant et on peut faire toutes sortes d'objets. Et bien sûr, si vous pouviez avoir une imprimante 3D à la maison, pensez, vous étudiez dans un cours d'histoire ou un cours de sciences et vous voulez voir peut-être un appareil scientifique qui a été utilisé pour une découverte. Alors, on a découvert une société où il y avait des objets, des artefacts. Imaginez si on peut aller à un musée, prendre le fichier et imprimer dans sa classe les artefacts que l'on étudie. Donc, le potentiel pour l'éducation est fantastique. Le potentiel pour l'ingénierie est fantastique. Et bien sûr, on a besoin de personnes qui peuvent faire des codes pour s'assurer que ce soit possible à faire. Donc, c'est une évolution. Je ne sais pas si la téléportation sera disponible d'ici 10, 20, 50 ans, 300 ans, ou peut-être jamais, on ne sait pas. Mais la question, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à considérer. Alors, merci Pascal pour ta question aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une question intéressante. Nous avons ici une question de chiffre alphabet et elle est « Pourquoi lorsque le soleil se couche, le ciel est orange et pas bleu ?» Ouh, ça c'est une excellente question. Alors, je vais effacer le tableau et on en parle. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est toujours intéressant. J'apprécie ta question chez le frère alphabet parce que c'est une participation que j'apprécie à chaque semaine. Alors, voyons voir. La question est la suivante. Pourquoi est-ce que lorsque le soleil se couche, le ciel est orangé ou rouge et pas bleu? Ça, c'est une excellente question. Donc, la première chose qu'on a besoin, il faut penser à notre planète Terre et il faut penser à notre soleil. Tiens, le soleil, on va le mettre un petit peu plus grand. Le marqueur fonctionne moins bien aujourd'hui. Très bien. Donc, chose intéressante, je sais, je vais m'occuper de l'anneau. J'ai un bel anneau ici, circulaire. Ça fait partie de notre plaisir hebdomadaire. Nous avons ici un soleil qui envoie son énergie, qui envoie ses rayons lumineux. Excellent. Nous avons notre petite planète ici, mais chose intéressante, nous avons une atmosphère. C'est une atmosphère. C'est une atmosphère, voilà. Donc ça, c'est tous les composants qui sont nécessaires. Alors, si on regarde ici, nous avons le soleil qui arrive. Lorsque les rayons arrivent dans notre ciel, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, il y a la chaleur qui arrive pour nous et la lumière, lorsqu'elle arrive, alors il y a une certaine absorption de certaines longueurs d'onde par les molécules de notre atmosphère. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque nous avons quelqu'un sur la planète, comme ceci, et que cette personne remarque que les rayons arrivent, les rayons qui arrivent directement, comme ceci, la lumière a tendance à être blanc, à jaune un petit peu, c'est notre soleil. Par contre, lorsque la lumière arrive autour, chose intéressante, c'est que certaines longueurs d'onde sont absorbées, surtout les longues longueurs d'onde, et qu'est-ce qui arrive, c'est que
Les longueurs d'onde qui sont plus courtes, donc les longueurs d'onde bleues, peuvent continuer et c'est ceux qui sont réfléchis, réfractés dans notre atmosphère. Et lorsque nous regardons le ciel, on a l'impression que le ciel est bleu. N'oubliez pas, si on regarde un arc-en-ciel, donc le soleil produit de la lumière qui est blanche, cette lumière blanche se divise en plusieurs couleurs. On le sait à cause de l'arc-en-ciel. Ça va du mauve au bleu, vert, jaune. Après ça, il y a orange et rouge. Fantastique. Si nous prenons les longueurs d'onde, voyons voir, comme ceci, comme cela. Voyons voir si je peux trouver quelques couleurs intéressantes pour nous. Comme ceci. Intéressant. Nous allons avoir du rose comme ceci. Et éventuellement, on a du mauve. Et on va au bleu. OK. J'essaie de voir si on peut utiliser les connaissances qu'on a déjà. Ça ici, ce sont des rayons infrarouges. Ici, ce sont plutôt des rayons qui sont UV, donc ultraviolet. Voilà. J'ai l'impression que j'ai un problème de couleur, mais ce n'est pas grave. Donc ici, lorsqu'on a des longueurs d'onde, on a des couleurs qui sont visibles. Donc ça ici, ce sont des couleurs qui sont visibles. On le voit avec nos yeux. Si les longueurs d'onde sont plus longues, on se retrouve avec de l'infrarouge. On peut sentir la chaleur du soleil qui va sur notre peau. Il y a aussi les longueurs d'onde qui sont ultraviolets. Ceux-ci, on les sent moins. Par contre, lorsqu'il fait soleil et l'indice UV est très haut, on peut sentir que notre peau peut ressentir le soleil. Et si on ne fait pas attention, notre peau peut être affectée. Donc, on peut dire que c'est un coup de soleil. Notre peau devient rouge durant la soirée. Donc, notre peau est un peu fâchée d'avoir reçu ceci. Alors, lorsque le soleil arrive et on a l'information, c'est les couleurs visibles. Chose intéressante, les couleurs qui vont ici du rouge jusqu'au vert sont absorbées par l'atmosphère. Les couleurs qui sont plus bleues, que l'on peut encore voir, nous atteignent et c'est ceux que l'on voit. Donc, ça, c'est lorsque le soleil envoie son information vers nous directement. Donc, ça, c'est à partir peut-être de 8 heures le matin jusqu'à peut-être, je ne sais pas, 17 heures le soir. Par contre, quelque chose arrive au fur et à mesure que la journée avance. Donc, si on a notre soleil qui est ici, comme ceci, nous avons encore la couleur bleue qui arrive vers nous. Mais il arrive un moment où le soleil ici se retrouve près de l'horizon. Donc, on a ici le soleil qui bouge durant la journée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le soleil est ici, pour atteindre la personne qui est là, la lumière doit traverser beaucoup plus de l'atmosphère. Donc, si on regarde ici, l'atmosphère a quelques centaines de kilomètres. Ici, encore quelques centaines de kilomètres. Mais si on est rendu ici, voyons voir. Comme ceci. Nous avons à ce moment-là, oui, la lumière qui va dans l'atmosphère, mais elle doit traverser un plus long moment. Alors ça, c'est intéressant. Parce que lorsqu'elle arrive plus haut ici, les lumières de longueur d'onde sont absorbées, on voit le bleu seulement. Par contre, lorsque l'on va ici à l'horizon, nous avons encore ici les bleus, mais le bleu a des longueurs d'onde plus courtes, donc s'estompe beaucoup plus rapidement. Donc, ça veut dire qu'ils vont voyager moins longtemps dans l'atmosphère. Et on se retrouve donc avec les rayons qui doivent traverser beaucoup plus l'atmosphère pour se rendre ici. Et on se retrouve à ce moment-là avec les ondes qui restent. Et ces ondes ont tendance à tourner vers le rouge. Et éventuellement, le soleil va tomber.
et ça va devenir de plus en plus foncé jusqu'à ce qu'on arrive voyons voir, à la pénombre le soir et à la nuit. Donc, c'est que lorsque le soleil arrive ici à l'horizon, les longueurs d'onde bleues ont été absorbées, mais voyagent moins longtemps, et on se retrouve avec le reste, les rayons qui peuvent voyager très, très longtemps et loin, qui nous donnent ici notre lumière rouge. Et bien sûr, le matin, lorsque le soleil va se lever de l'autre côté, c'est la même chose. On a des rayons qui doivent voyager plus longtemps dans l'atmosphère, donc on les voit qui sont rouges, et avec le temps, lorsque le soleil va se lever, on se retrouve avec les ondes bleues et on a notre ciel bleu. Donc c'est une excellente question. Ça se rapporte au fait que la lumière blanche contient une multitude de couleurs, et donc lorsqu'elle traverse l'atmosphère, il y a des gaz, il y a de la poussière, il y a de l'eau, et ça fait que ça prend plus de temps à la lumière de passer. Et j'espère que ceci répond à ta question, chiffre alphabet. C'est une excellente question aujourd'hui. J'aime bien ces questions qui se rapportent, et ça, c'est une question qui se rapporte à l'optique, bien sûr. Alors, merci pour la question aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si je peux trouver voyons voir, je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant peut-être que vous allez aimer. Voyons voir ici. Passion de minéral par de la lumière. Et on va voir si je peux trouver. Quand j'étais géologue, voyons voir si je peux trouver quelque chose. Lorsque j'étais géologue, une des choses que je trouvais difficile, c'était l'identification de minéral avec le microscope. Alors, je vais montrer. Alors, ça, c'est Wiki. Juste pour s'assurer. Donc, ici, si on prend des minéraux, donc, voyons voir si on a des minéraux qui sont... alors, voyons voir. On a le grenat ici. Donc, je vais montrer ceci. Donc, si on a des minéraux comme ici, le grenat peut avoir plusieurs couleurs, bien sûr. Voyons voir si on peut monter ça un petit peu. On peut avoir bien sûr toutes les pierres précieuses qui ont différentes couleurs. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que la lumière blanche entre. Certaines longueurs d'onde sont conservées et seulement certaines couleurs vont ressortir. Et c'est pour ça que ces pierres ont différentes couleurs. Mais je veux juste voir. Quand moi j'étais géologue, il fallait regarder sous le microscope. Voyons voir si je peux trouver ça. Juste parce que je veux le montrer, je ne trouve pas. Où est-ce que c'est? Voyons voir. Alors, c'est trop spécialisé. Il n'y a pas de question ici. OK, alors je vais voir si je peux trouver ça. Oh, c'est une excellente question. On ne peut pas le trouver. Intéressant. Alors ici, l'idée, c'est que si nous avons un minéral qui fait passer la lumière, mais si sous le microscope, c'est une couche très, très, très mince du minéral, la lumière qui passe à travers les longueurs d'onde vont être variées. Donc, on pourrait regarder la réfraction de la lumière à l'intérieur d'un solide pour identifier ce minéral. C'était intéressant comme science, mais je trouvais que c'était compliqué pour moi lorsque je le faisais. De la même façon ici que dans l'atmosphère, c'est une réfraction de la lumière, absorption de certaines longueurs d'onde, qui fait que durant la journée, on voit bien sûr différentes couleurs dans le ciel lorsqu'il n'y a pas de nuages. Fantastique. Alors, voilà, ça c'est notre deuxième question aujourd'hui. J'apprécie cette question. Alors, voyons voir quel sera notre prochain sujet aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui voulait savoir des infos sur la loi des exposants.
Donc, habituellement, je fais les maths à la fin. Donc, on va les faire dans les 10 dernières minutes aujourd'hui. On va parler du tableau périodique. J'ai une personne qui m'a posé la question de quels sont les mots qui caractérisent les différentes familles d'éléments. On va regarder ça ensemble. Comme ceci. Voyons voir si je peux trouver un tableau périodique. Voyons voir. Tiens, je vais essayer de trouver un tableau périodique, comme ceci. Voyons voir, je pense que... Est-ce qu'on pourrait prendre ceci, tableau périodique? On va prendre un qui est simple et nous montre les couleurs comme il faut. Quelque chose qui est très bien. J'aime bien ces couleurs. Donc voilà. Je vais le mettre sur notre tableau d'aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir la voir. Comme ceci. Je pense que c'est raisonnable et je vais mettre le lien tout à l'heure. Je vais le mettre dans la description du tableau aujourd'hui. Voilà. C'est bien. Donc, le tableau périodique, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est organisé pour aider les chimistes et d'autres scientifiques à comprendre les différentes façons qu'ils sont catégorisés selon leurs propriétés. Donc ici, je vais regarder les grandes familles. Donc ça, c'est fait ici en 9e et 10e année, et même un peu en 8e année. Donc ça veut dire que c'est des élèves qui ont 13, 14, début 15 ans. Ça vous donne un peu une idée. Et à votre école, ça peut être différent. Alors ici, lorsqu'on regarde le tableau périodique, il y a l'hydrogène qui est en haut ici, et on a la première colonne, comme ceci. La première colonne s'appelle, alors le mot de ces éléments, alors peut-être que vous le savez déjà. Dans l'audience, si vous regardez ici l'émission maintenant, quel est le nom de la famille de la première colonne du tableau périodique? C'est une bonne question. Après ça, quel est le nom de la deuxième colonne? Donc comme ça, je vais pouvoir, ça vous donne la chance de participer si vous voulez. Nous avons les éléments qui sont ici. Après ça, nous avons, voyons voir, comme ceci, comme cela et comme cela. C'est bon. Nous avons après ici, alors ça ici, nous avons ce groupe qui est là. Plusieurs couleurs aujourd'hui. Et ici, voilà. Comme ceci. Et comme ça. Je pense que c'est excellent. Donc, regardons le nom de ces différentes familles d'éléments. La première colonne ici, la première famille, on appelle cela les métaux alcalins. Les métaux alcalins, ici, ce sont des métaux, si on regarde le tableau ici, qui nous montrent le lithium, le sodium, le potassium. Ceux-ci ont tous un électron de valence à l'extérieur. Donc, ils ont un électron qui peut faire des échanges dans les composés chimiques. Chose intéressante, les métaux alcalins, on a ce qu'on appelle les piles alcalines. Souvent, les piles alcalines utilisent le lithium. Ils ont un électron qui peut être utilisé rapidement. C'est pour ça que lorsqu'on fait
des piles ou des batteries pour les véhicules électriques, on utilise le lithium. C'est fantastique comme matériel. La deuxième famille qui est ici, ils ont des caractéristiques similaires parce que sur leur dernier niveau d'énergie, ils ont 2 électrons de valence. On appelle ceux-ci les métaux alcalino-terreux. Donc, les métaux je vais tout à l'heure, là, je vous montre ici tiens, je peux bien l'enlever, comme ça vous allez pouvoir voir les deux facilement. Donc, les métaux alcalino-terreux, ils ont une charge de 2+, tandis qu'ici, ils ont une charge de +1. S'il y a des personnes qui aimeraient qu'on revoie comment est-ce qu'un atome peut avoir des charges, vous pouvez les mettre dans le chat ici. Et si vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos questions dans la section commentaires en bas. Très bien. Dans le milieu ici, on a ce qu'on appelle les métaux de transition. Ce sont tous les autres métaux, si on est pour regarder le tableau périodique, ceux qu'on utilise beaucoup dans notre société, le fer, le cobalt, le lithium, l'or, nous avons aussi l'aluminium, nous avons aussi d'autres qui sont très utiles dans nos industries. Un autre groupe qui revient souvent, c'est ce qu'on appelle les gaz nobles. Ici. Les gaz nobles, je devrais écrire un titre ici. Les gaz nobles, ce qui est intéressant, c'est que leur dernier niveau d'énergie est plein. Ça veut dire qu'ils ont des 8 électrons de valence à l'extérieur et donc on se retrouve avec une charge de 0. Peu ou pas d'interaction avec l'extérieur. D'autres mots, on a les gaz ici. Les gaz nobles, on peut les appeler les gaz rares. On peut aussi appeler ceux-ci, ça s'appelle aussi les gaz inertes. Ce sont des différentes façons de les nommer. L'autre famille, qui est celle-ci, qui réagit énormément, qui ont une charge de 1-, s'appelle les halogènes. Alors ici, les halogènes, ce sont par exemple comme le fluor ou le chlore, ce sont des atomes qui sont très réactifs lorsqu'ils ont une charge parce qu'ils veulent avoir un électron supplémentaire sur leur dernier niveau. Si on regarde ici, donc le fluor et le chlore ici veulent avoir un électron de valence de plus pour pouvoir avoir le dernier niveau complet. Et donc, ils sont très réactifs. Ça veut dire que si on va à droite du tableau périodique, le fluor et le chlore font partie des atomes, les ions les plus réactifs. Si on va du côté gauche du tableau périodique, c'est en descendant vers le bas qu'on a ici des atomes qui sont les plus réactifs. Et la raison pour cela, c'est que les atomes grandissent ou grossissent de diamètre au fur et à mesure qu'on descend du tableau périodique et leur électron disponible pour faire les réactions devient de plus en plus éloigné du niveau, du noyau. Voilà. Et donc, le noyau qui est positif a une influence beaucoup plus faible sur un électron négatif. C'est pour ça qu'il peut partir très rapidement. Un autre groupe que l'on peut voir, donc ça, ce sont les métaux de transition. Ici, on les appelle souvent les non-métaux. Donc, je vais remettre ceci. Les non-métaux. Les non-métaux contiennent l'oxygène, le soufre, l'azote, le phosphore. Il y en a une grande quantité sur notre planète. Et ils sont
ils sont ce qu'on appelle des non-métaux. Eux, au lieu d'avoir des électrons qui sont disponibles à être donnés, eux veulent recevoir des électrons pour pouvoir compléter le dernier niveau. Mais chose intéressante, c'est que si on regarde ici, il y a beaucoup de composés qui sont utiles pour notre environnement et qui sont présents. Donc, par exemple, il y a dans notre atmosphère l'azote et l'oxygène, alors le O2 et N2. Il y a aussi le dioxyde de carbone, l'azote et l'oxygène font les nitrates, le soufre et l'oxygène font les sulfates, et le phosphore et l'oxygène font les phosphates. Et ce sont tous des composés qui sont solubles dans l'eau et font partie de tout ce qui est des vitamines et permettent l'absorption de minéraux dans notre corps. Ce sont des non-métaux, ne conduisent pas l'électricité et sont très importants. Très bien. Un autre groupe et un dernier groupe que je vais mentionner aujourd'hui, c'est le groupe qui est entre les non-métaux et les métaux de transition. Et ceux-ci, métalloïdes. Les métalloïdes, chose intéressante, c'est qu'ils vont agir dépendant de leur environnement. Ça veut dire que si les métalloïdes sont en présence de métaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont agir un peu comme des non-métaux, de façon à ce que les métaux et les métalloïdes peuvent faire leur composé chimique et ça fonctionne très bien. Par contre, si l'environnement, il y a peu de métaux, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les métalloïdes ici vont agir comme s'ils étaient des métaux avec les non-métaux. Donc, on se retrouve avec des composés de ce côté-ci. Bien sûr, lorsqu'on parle, par exemple, de granit, où on parle de certaines roches ou certains minéraux, ceux-ci sont formés suite à l'environnement. Ça veut dire qu'il y a certains atomes qui vont dire « Ah, moi j'ai besoin de ça, est-ce que c'est disponible? » Si c'est disponible, il y a un minéral qui va être formé à l'intérieur d'une roche. Si le matériel ou l'atome qui serait préférable pour un atome n'est pas là, il y a d'autres associations qui se font. C'est toujours intéressant lorsqu'on parle minéralogie. Donc, voilà. Ça répond à la question sur quelles sont les différentes familles d'atomes, d'éléments dans le tableau périodique. Donc, pour préserver l'anonymat de cet élève, je ne dirai pas son nom, mais c'est une excellente question. Voilà. Donc, si vous avez apprécié notre émission jusqu'à maintenant, n'oubliez pas, je fais des émissions live tous les samedis à 10h le matin. Ici, à l'heure de l'Est, l'heure standard de l'Est au Canada, donc l'heure de Toronto, par exemple. Si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour voir quand l'émission revient. Un petit pouce vers le haut, comme ça aide pour l'algorithme de YouTube. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer mon tableau et on va regarder quel sera notre prochain sujet aujourd'hui. Donc, ça ici, c'est une bonne... Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est important de les mettre dans la section chat. Je suis toujours ici pour vous aider et répondre aux questions de l'audience en ce qui concerne les différentes sections de STEAM, donc les sciences, un peu de tech, ingénierie, bien sûr, ainsi qu'un peu de maths. C'est toujours intéressant. Alors, on va regarder aujourd'hui les lois des exposants. Ici, c'est une question qu'on m'a donnée et je me suis dit qu'on allait les regarder ensemble aujourd'hui. Donc, nous allons regarder les différentes lois. La première loi sera quelle est la loi lorsqu'on multiplie des puissances avec la même base? Donc, je devrais regarder le vocabulaire de base ici. Donc, loi
des exposants. Comme ceci. Lorsqu'on a une puissance, on a ici une base. Alors ça ici, c'est une base. Et ça ici, c'est un exposant. S'il arrive que vous utilisez d'autres mots, parce qu'il se peut que dans la francophonie, on a plusieurs façons de décrire ceci, vous êtes les bienvenus à partager ceci dans la section commentaires. Donc, lorsque l'on fait la multiplication de puissances comme ceci et que les bases sont pareilles, voyons voir. J'ai 3 exposant 6 fois 3 exposant 2 comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, on va découvrir la première loi. Si nous avons 3 exposant 6, ça, c'est la même chose que de dire 3 fois 3. Donc, on multiplie cette base combien de fois par elle-même? 6 fois. Donc, fois 3, fois 3, fois 3, fois 3. Donc, ça ici, c'est 3 exposant 6. Et je dis que je veux multiplier avec une autre puissance qui est 3 à la puissance 2. Comme cela. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, être obligé d'écrire toujours tout ceci devient long. Donc, ce que l'on peut faire, c'est y a-t-il une façon plus rapide de le faire? Je multiplie 2 puissances avec la même base et j'ai ici une puissance de 6 et une puissance de 2. Voyons voir. Si on regarde combien de 3 que j'ai ici, nous avons que c'est toujours 3. Ça veut dire que la réponse aura aussi une base de 3. Et si on regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, la réponse est 3 exposant 8. Donc, si on regarde 3 exposant 6 fois 3 exposant 2 et que l'on fait la multiplication, on remarque que c'est 3 exposant 8. Comment fait-on pour obtenir 8 lorsqu'on a un 6 et un 2? Voyons voir. Est-ce que vous connaissez que faire avec un 6 et un 2 pour obtenir 8? Voilà, on les additionne. Donc, la première loi que nous avons aujourd'hui, c'est si on a A si nous avons la multiplication de 2 puissances avec la même base, la réponse c'est la même base et on additionne les 2 puissances. Ça, c'est la première règle que l'on a ici. Donc, lorsqu'on les multiplie. Si on les divise, est-ce que c'est différent? Voyons voir. Ici, je vais diviser 3 exposant 6 sur 3 exposant 2. Voyons voir. Ici, on a une base de 3. Exposant 6, donc on multiplie la base par elle-même combien de fois? 6 fois. Donc 3 fois 3 fois 3. Très bien. Nous divisons avec 3 exposant 2 qui nous donne 3 fois 3. Combien de fois? 2 fois. Maintenant, en mathématiques, nous savons que si nous faisons une division où le numérateur et le dénominateur sont le même, on peut les diviser parce qu'ils ont un facteur commun et ceci égale 1. Pourquoi est-ce qu'il égale 1? Parce qu'on peut diviser par 4 le numérateur et les dénominateurs. On obtient 1 sur 1 et 1 sur 1 est 1. Ça veut dire que lorsqu'on a un numérateur et un dénominateur qui est le même, où ils ont des facteurs communs, on peut les simplifier. Alors, si on regarde ici, on a la même chose. On a un 3 au numérateur et un 3 au dénominateur. On peut les simplifier. On a un 3 au numérateur et 3 au dénominateur. On peut les simplifier. Il nous reste ici 3 fois 3 fois 3 fois 3.
Donc, on a une base qui est 3. Combien de fois? 1, 2, 3 et 4. Et la question est donc, que doit-on faire à 6 et 2 pour obtenir un exposant 4 comme cela? Voilà, on doit les soustraire. Donc, si on fait 3 à la 6 sur 3 à la 2, c'est la même chose que de dire 3, 6 moins 2, qui est égal à 3 à la 4. Vous voyez comme c'est beaucoup plus simple que de faire la longue façon comme ceci. Alors, voyons voir. Si nous avons une division avec des puissances avec la même base, la réponse a la même base et on doit soustraire ici les exposants. Excellent. Voyons voir si on peut en trouver un autre. Voyons voir si on peut prendre un cas spécifique ici. Qu'est-ce qui arrive si on a un nombre qui est un exposant 0? C'est intéressant. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est, mais voyons voir. Si moi je fais une division qui est 3 exposant 2 divisé par 3 exposant 2, nous savons ici que trois exposant 2, c'est 3 fois 3, et 3 exposant 2, c'est 3 fois 3. Nous savons aussi que si le numérateur et le dénominateur sont les mêmes, alors qu'ils sont multipliés ensemble, on peut les simplifier. Un 3 numérateur et dénominateur, 3 numérateurs dénominateurs. On se retrouve avec 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est fantastique. Donc, lorsqu'on divise un numérateur qui est exactement les mêmes que le dénominateur, on obtient 1. Maintenant, on a vu ici avec la loi sur la division de puissance que 3 exposant 2 sur 3 exposant 2, c'est aussi égal à 3 et on va soustraire les exposants. Qu'est-ce que c'est que 2 moins 2? 2 moins 2 est 0. OK. Donc ici, on vient de voir que si on a 3 exposant 2 sur 3 exposant 2, cela égale 1. Mais en utilisant la loi des exposants, lorsqu'on divise des puissances, on remarque que c'est aussi que 3 exposant 2 sur 3 exposant 2 égale aussi 3 exposant 0. Ça veut dire que si nous avons 3 exposant 0, ceci doit aussi égaler 1. Donc, si on a une base avec un exposant 0, ceci égale à 1. Et la raison pour cela, c'est avec les simplifications mathématiques. Ça veut dire que peu importe quelle est la base, lorsque c'est exposant 0, c'est toujours 1. Donc, voyons voir un exemple. Si moi, j'ai par exemple, ouvre la parenthèse, chiffre, alphabet, ferme la parenthèse, exposant 0, mathématiquement, peu importe ce qu'il y a dans la parenthèse, puisque c'est exposant 0, ceci égalera 1. Donc, c'est fantastique de ce côté-là. Et l'idée, c'est que une fois qu'on comprend les lois des exposants, on n'a pas besoin de faire tous les grands calculs qui arrivent ici. Donc, ça, c'est une autre loi qui arrive aussi. OK. Il en reste une. Ah oui. Il en reste deux, à vrai dire. OK. Voyons voir.
OK. Si moi, j'ai une fraction, et la fraction ici, c'est 1 sur A exposant 2. La question, c'est que moi, je n'aime pas avoir une puissance, disons, au dénominateur et j'aimerais l'avoir au numérateur. Voyons voir comment est-ce qu'on peut jouer avec les exposants. Donc ici, nous avons un 1 au numérateur, c'est un peu différent à A exposant 2. Mais rappelez-vous, on a cette loi qu'on a fait il y a un instant. Donc, si nous avons un 1 ici, 1 c'est la même chose que A exposant 0, parce que ici, la base peut être n'importe quoi. Maintenant, on divise les puissances avec la même base, donc on va soustraire les exposants. A, 0 moins 2. Et ici, on obtient une puissance qui est A comme base, puissance moins 2. Okay. On a maintenant des puissances qui sont négatives. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais moi, je n'aime pas les exposants négatifs. Alors, quelqu'un pourrait dire, alors moi, je préfère garder ceci. Mais ce qui est intéressant avec cette activité, c'est que si moi, j'ai 1 sur A à la moins 2, si quelqu'un a une puissance négative ici, et on dit, les fractions, ça va, les exposants négatifs, moi, je trouve ça un peu difficile. Alors, ce qu'on va faire, c'est, est-ce qu'on peut prendre une puissance négative et la rendre positive? Alors, ça devient intéressant. On a vu tout à l'heure que 1, c'est A exposant 0. Nous avons vu que lorsqu'on divise des puissances, on garde la même base et on soustrait les exposants. Alors, moins, mais ici, la puissance est négative 2. Donc, on obtient ceci jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant, on a A exposant 0 moins 2. Mais nous savons que lorsqu'on soustrait un nombre négatif, lorsqu'on a 2 signes négatifs côte à côte, avec la multiplication, ça devient positif. Alors, voyons voir. A 0 plus 2 qui est égal à A exposant 2. Alors ça devient intéressant. Si on a un nombre, si on a une puissance qui est négative au dénominateur, on peut le rendre positif si on le met au numérateur. Et inversement, si on a au numérateur une puissance qui est négative, on peut la rendre positive en le mettant au dénominateur. Et ça, c'est l'autre loi. Donc, si on a A ici à la moins 2, voilà. C'est fantastique. Ça permet de pouvoir simplifier beaucoup des problèmes mathématiques que nous pouvons avoir. Et il y a une autre loi qui est, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a une puissance d'une puissance? Donc, je vais faire ça dans un instant. N'oubliez pas que si vous avez une question supplémentaire aujourd'hui, samedi, et qu'on est en direct, n'oubliez pas qu'on peut mettre cette question dans la section clavardage. Je suis ici avant tout pour répondre à vos questions. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera notre dernière partie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait des puissances de puissance? Voyons voir. Alors, la question ici, c'est que j'ai une puissance qui est 3 exposant 4. Ça va. On a ici, entre parenthèses, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la parenthèse est aussi à la puissance 4. Et vous allez voir que d'où je viens, je change souvent. J'appelle ceci un exposant. C'est l'exposant 3 ou A à la puissance 3. Lorsque j'étais à l'école, on a toujours utilisé les deux. Il faudrait que je vérifie, voir s'il y a une différence entre les deux. C'est intéressant. C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Alors,
Si moi j'ai une puissance sur une base qui a aussi une puissance, voyons voir qu'est-ce qu'on a. On sait qu'ici, c'est un exposant 4. Ceci va affecter tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça veut dire qu'on a la base qui est A3, qui est multipliée par lui-même combien de fois? 4 fois. Donc, on peut voir, on a la base A exposant 3, multipliée par lui-même 4 fois. Mais nous savons aussi que A exposant 3, c'est la base qui est multipliée par elle-même combien de fois? 3 fois. Donc, voyons voir. On a A fois A. Donc, 3 fois A fois A fois A fois A fois A fois A. OK. Alors ici, je viens de faire la base qui est A, multipliée par elle-même 3 fois. Et ça, j'ai fait ça pour les autres parties. Donc la question, c'est combien de A est-ce que j'ai ici comme base? Parce que la réponse sera toujours une base avec A. La question, c'est quel sera notre exposant ici? Donc on a une base multipliée par elle-même combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc la question, c'est si j'ai des exposants, donc j'ai une base avec une puissance et tout ceci a aussi une puissance de 4. On a ici un 3 et un 4. Comment est-ce que je peux obtenir un 12? On doit les multiplier. Voilà. Donc ça, c'est la 6e loi que nous avons ici. Donc A, B, C, A, B fois C. Et ceci permet de pouvoir comprendre les lois des exposants. Donc, j'ai quelqu'un qui vient de commencer un nouveau semestre de mathématiques. La semaine passée, ils ont regardé les nombres entiers ainsi que l'addition, division, soustraction et multiplication. C'est pour ça qu'on a vu ça hier. Cette semaine, ils ont vu les exposants. Donc, en même temps, c'est un peu du tutorat pour cette personne. Alors, voyons voir s'il y a d'autres questions aujourd'hui pour notre émission. Alors, il n'y a pas d'autres questions aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous voir, Chiffre Alphabet. Merci beaucoup pour la question que tu as eue aujourd'hui. Et la question de Chiffre Alphabet était celle-ci. Pourquoi, lorsque le soleil se couche, le ciel est orange et pas bleu? Excellent. On a aussi eu une question, voyons voir, une question de Pascal Fiorentino sur les principes de téléportation. Donc, j'ai fait un peu d'histoire sur le développement, comment est-ce qu'on peut prendre un objet et le déplacer à un autre endroit avec des technologies disponibles ici. Bien sûr, on a besoin de personnes comme vous qui avez des idées pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre les difficultés qu'on a présentement, et c'est ça qui fait évoluer notre société. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je suis super content que vous avez été ici avec moi aujourd'hui. Je vais mettre une vidéo de ce côté-ci qui sera sur, c'est une bonne question, une vidéo qui vous intéressera sûrement, peut-être même la vidéo d'hier, la vidéo de la semaine passée. Comme ça, on va continuer d'apprendre ensemble. Donc, de ce côté-ci, vous allez voir la vidéo de la semaine passée. Sur ce, passez une excellente semaine et on se voit sur cette vidéo.